D'abord, je voulais remercier le CREAP pour cette invitation et le professeur Écoute en particulier. Je vais vous parler d'un aspect un peu particulier de l'archéologie des rituels dont on n'a pas toujours l'occasion de parler. C'est la relation et les rituels liés aux animaux. Donc cette intervention, elle a été intitulée Tombes, festins et contexte cérémoniel, sacrifice et offrande animale dans les cultures Mochica et Chimu. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est dresser un petit panorama des activités et des rituels qui ont été étudiés ces dernières années. Il y a une partie de ce travail qui fait partie de ma recherche doctorale. Donc je vais commencer rapidement par une petite présentation générale. Donc bon, c'est juste pour reparler du contexte géographique. Donc la zone andine, avec une diversité de milieux entre côtes, vallées, sierra, puna et la partie amazonienne. Hein. Alors c'est assez important puisque si on travaille sur les animaux, si on travaille sur la flore, on est obligé de prendre ces éléments en compte, hein, puisqu'on a une liaison entre l'homme et son environnement qui est assez, une relation qui est assez importante. Donc bon, vous avez une partie de quelques exemples de photos de flore locale, de faune aussi. En particulier les espèces domestiques, hein, donc lama et alpaga, et d'autres spécimens, hein, la faune, les poissons, les oiseaux, les reptiles. Donc ça, c'est quelques petits exemples rapides. Donc juste un petit rappel sur qu'est-ce que c'est l'archéozoologie. Donc c'est une méthode, ce sont les méthodes et outils d'analyse des restes osseux provenant de contextes archéologiques. Donc ça va englober pas mal de choses. Et en France, ça a été, je dis en France, hein, parce que c'est un chercheur français qui a un peu conceptualiser ça. On parle aussi d'anthropozoologie, c'est-à-dire que c'est l'étude de la relation homme-animal en utilisant toutes les sources d'informations possibles, hein, qu'il s'agisse de l'archéologie, de l'histoire, de la linguistique, de l'iconographie, vous allez voir. Hein. Donc moi je m'inscris plutôt dans cette école de pensée où on sort aussi du cadre juste archéologique et archéozoologique. Donc pour vous faire une introduction rapide sur ce qu'a été l'archéozoologie au Pérou, donc c'est principalement au Pérou, a d'abord débuté par plusieurs thèmes de recherche un des premiers était l'alimentation des populations de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Donc vous avez quelques grands travaux, notamment ceux d'Elizabeth Wing et de Jane Wheeler. Vous avez ici une photo de l'abri rocheux de Tellermachai, hein, donc c'est un des sites précéramiques où, enfin, c'est en premier où a été montré le processus de domestication des camélidés pour cette zone. Donc les chercheurs se sont surtout intéressés à ces thèmes comme la domestication animale, donc les camélidés, la maille alpaga, les cochons d'Inde et la quatrième espèce, hein, le canard musqué. Et aussi à l'évolution de ces espèces, hein, donc il y a une série d'études génétiques, études de fibres, d'études d'isotopes stables. Donc ça c'est un ensemble de thèmes qu'on peut qualifier de thèmes de recherche principaux, qui ont permis de montrer donc d'une le processus de domestication des deux espèces que sont l'alpaga et le lama, donc avec une étude notamment celle de Jane Wheeler à Tellermachai et aussi postérieurement à El Yaral, avec la découverte de momies de lama et d'alpaga, où on a pu montrer avec l'étude des fibres aussi qu'il y avait des études d'ADN des espèces préhispaniques qui ont aujourd'hui, du fait de l'hybridation, ont disparu, puisqu'il faut savoir que toutes les espèces de camélidés, qu'il s'agisse des sauvages ou des domestiques, sont interfertiles entre elles et donc peuvent se reproduire, ce qui amène une hybridation et des changements dans les phénotypes. Donc ce qu'on a, les animaux qu'on a aujourd'hui sont ce qu'on appelle des phénotypes post-conquête, donc du fait de ces croisements et de cette hybridation. Et enfin, plus tardivement, on a commencé à s'intéresser à la présence de ces animaux dans des contextes sacrificiels, dans les tombes et dans d'autres contextes cérémoniels. Donc là, vous avez quelques séries que je pourrais vous redonner d'études qui ont été réalisées. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de deux cultures du préhispanique du nord du Pérou. Donc en premier, les Mochica, donc qui se développent entre 100 et 800
après Jésus-Christ sur la côte nord du Pérou, entre Piura et la vallée de Warmey. Et la culture Chimú, donc qui se développe après les Mochicas, entre 850-900 et 1470, depuis la frontière de Tumbes quasiment jusqu'à Lima. Donc je vais commencer d'abord par les Mochicas. Donc je voulais vous présenter qui étaient les Mochicas, parce que souvent c'est une culture préhispanique aujourd'hui les mieux étudiée, mais dont le nom est connu sans être connu. Donc je suis assez content d'être ici en Belgique, à Bruxelles, pour vous parler de ça. Mais c'est juste une introduction. Même Hergé connaissait les Mochicas, puisque dans le Temple du Soleil, vous avez... bon, on sait qu'il y avait un mélange de cultures qui était jointe, mais vous avez un vase Mochica qui est là au pied à côté de Milou. Et bon, là, je vous ai pris un exemple d'un vase trouvé dans les fouilles de Claude Chauchat sur la plateforme Moulay. Vous avez Tintin à différents endroits de l'album qui se retrouve encore une fois face à un vase Mochica. Hein. Là, vous avez ce qu'on appelle les vases portraits, les Waco Retratos. Et bon, là, il provient d'un musée de Chicago, mais c'est pas le seul. Hein. Vous avez dans Black et Mortimer aussi, vous avez Edward Jacobs qui là, je crois que c'est dans le mystère de l'Atlantique, qui représente des guerriers. C'est des guerriers Mochica, clairement. Hein. Ils ont tous les attributs, le bouclier, les masses d'armes, les ornements. Les coiffes qui sont des Mochicas. Donc bon, on pourrait multiplier les exemples, mais c'est quand même pour vous dire que malgré tout dans l'imaginaire, on connaît ces Mochicas sans vraiment les connaître. Donc là, c'est juste une carte plus précise sur la côte nord avec les principaux sites et les sites qui ont été étudiés dans le cadre de ma thèse. Donc j'ai sélectionné les sites qui étaient encore en cours de fouille, puisque pour diverses raisons. Donc il y avait le site des Huacas de Moche, El Brujo, San José de Moro et Sipan. Donc là, vous avez une vue sur la zone urbaine, sur la plateforme Moulé et sur la Huaca del Sol, sur le site de Huacas de Moche. Donc je vais pas m'étendre dessus, mais c'est juste pour vous présenter rapidement ces sites. Ici, une vue sur le site de Sipan avec une reconstitution des deux pyramides, des deux Huacas et de la plateforme funéraire dont sont issues les tombes très connues de Sipan. Une vue de la façade qui a quelques années maintenant, puisque cette façade est complètement dégagée, de la façade nord de la Huaca de la Luna, donc avec un thème iconographique complexe lié au sacrifice, lié aux prisonniers, lié au rituel. Ici, une des divinités principales Mochica, appelée par l'arco Ayapec, par l'archéologue péruvien Larco Oile, mais aussi des thèmes iconographiques qui sont liés à la mer. Là, c'est une frise d'El Brujo, avec des représentations de poissons-chats, de raies, avec des panneaux en forme qui représentent les vagues, le mouvement de la mer. Donc il y a vraiment une iconographie particulière. On retrouve des animaux dans beaucoup de ces représentations, et l'iconographie Mochica, pour ça, est assez prolixe. Souvent, vous retrouvez dans plein de manuels ou de bouquins, c'est cette iconographie, les Mochicas ont quasiment tout représenté, tout ce qui se passait dans leur environnement. Il s'agisse qu'il soit plutôt rituel, on a peu de scènes de vie quotidienne, mais on en a quand même, et c'est une source de données assez importante. Donc je vais rapidement vous parler des rituels funéraires et sacrificiels d'une façon générale. Alors pendant longtemps, on n'en avait qu'une vision. Les premières fouilles datent de Maxule au Huacas de Moche, au pied de la Huaca de la Luna en 1899. Mais pendant longtemps, on n'en avait qu'une vision au travers de l'iconographie. Donc ici, vous avez une scène d'enterrement qui a été étudiée notamment par Christopher Donan, où on retrouve, vous pouvez voir ici le fardeau funéraire, donc ce personnage enterré. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'optique de mon travail, c'était de voir qu'à côté des personnages de l'élite qui pouvaient être présents dans ces funérailles, vous avez une série d'animaux, à commencer par un lama tenu par une corne, des cerfs et des renards. Donc l'intérêt, c'était de voir quel était aussi, de faire un travail sur des données de terrain et de travailler un peu sur l'iconographie et de voir la récurrence de leur représentation. Donc je vous montre une série de contextes. Donc moi j'ai travaillé sur des contextes assez divers, avec des tombes vraiment très complexes, comme la tombe du seigneur de Sipan, qui est vraiment une tombe hors norme. La tombe de la seigneur de Cao, alors là je vous la montre en exemple, c'est vraiment pour vous montrer un panorama des tombes. Il n'y avait pas, ici dans ce cas-là précis, il n'y avait pas de
restes de faune, et des tombes que j'ai pu fouiller dans le cadre du projet international Moche, donc dirigé par Claude Chauchat, où là on a mis au jour 57 tombes, dont plus de la moitié présentaient des offrandes animales. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un panorama de ces tombes, parce que j'ai pas le temps de faire une introduction générale sur tous les rituels mochika liés aux tombes. On a ce qu'on a eu beaucoup dans les tombes de la plateforme Oulé, c'est ce qu'ils appellent, c'est ce que les archéologues appellent les altérations ou les phénomènes d'exhumation. Pendant longtemps, ça a été considéré comme des phénomènes de pillage, et petit à petit, on s'est rendu compte que pas du tout. En fait, ce sont les propres mochikas qui, un temps après l'enterrement, réinterviennent sur leur tombe pour prélever une partie ou l'ensemble du corps humain, tout en affectant aussi les autres offrandes sans pour autant les prélever. Et du coup, dans cette tombe, par exemple, c'est la tombe 8, on a retrouvé juste des phalanges, quelques phalanges humaines. Alors il y a des restes vous voyez, de céramique, de vases, on a des restes de faune, mais plus du tout de restes à part 2 phalanges du corps humain. Donc on a d'autres cas où on a juste la partie supérieure du corps qui a été prélevée. Donc c'est un ensemble de différents rituels. Ici, une tombe qui a été complètement perturbée. On a 6 crânes qui ont été déposés dans une niche, mais avec un ensemble en connexion encore. Il y a beaucoup d'eau hors connexion, mais on a beaucoup de fragments osseux qui sont, de restes osseux qui sont en connexion. Donc les mochikas enterraient leurs défunts selon plusieurs procédures. On a Christopher Donan a relevé jusqu'à 6 ou 7 types d'enveloppement qui vont du linceul au cercueil en roseau jusqu'au cercueil en bois, qui est beaucoup plus rare, mais c'est le cas par exemple pour le seigneur de Sipane. Et donc toute une iconographie assez prolixe entre des représentations zoomorphes. Vous avez ici un reptile et un lama, des représentations de l'élite, des représentations mythologiques. Donc ici une représentation plutôt, un vase plutôt de type dualistique entre les morts et les vivants, donc tout ça lié au rite et à la conception de la vie après la mort, ou de la mort. D'autres vases, je passe rapidement, c'est vraiment pour vous montrer, sur le support iconographique qu'on peut avoir et qui va nous aider à comprendre aussi ce qui se passe dans les contextes archéologiques. Donc d'autres représentations. Ici, vous avez un ornement d'oreille avec une chauve-souris en turquoise. Des représentations de sacrifices et de prisonniers. Donc chez les représentations de prisonniers humains, ils sont toujours assez... il y a des espèces de patrons où ils sont fréquemment représentés nus, les parties génitales visibles, avec une corde autour du cou. Ça, on les voit sur les façades des murs, sur les vases. Vous avez un ensemble de représentations. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de les comparer à ce qu'on retrouvait pour les animaux. Est-ce qu'on avait la même quantité de représentations liées au sacrifice animal. Donc là, vous avez les représentations des tombes et des sacrifices de la Huaca de la Luna retrouvés par Steve Bourget au sommet de la Huaca. Et même au pied de la Huaca, sur la Huaca de la Luna, sur la plateforme Oulé, des sacrifiés qui sont plus retrouvés complets, mais du coup en différentes parties anatomiques. Vous avez un pied, un bras, une main, un bras quasi complet. Ici, une partie d'un crâne où on voit des traces de découpe sur les orbites. Donc, un ensemble de pratiques assez intéressantes. Donc, moi, je me suis surtout focalisé sur la faune. Et un de mes buts était de comprendre quelles étaient les espèces et les espèces animales sacrifiées et sélectionnées par les mochikas. Donc, avant ça, j'ai d'abord fait un inventaire avec pas l'ensemble de la faune parce que c'était quasiment impossible, mais j'ai pris quelques grandes groupes comme les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les poissons, et j'ai fait un inventaire. Donc sur le Pérou, dans la totalité du Pérou, sur ces espèces-là, on a plus de 4500 espèces, et sur la seule côte, on a un peu plus de 600 espèces, auxquelles il faudrait rajouter les 1000 espèces de poissons marins. Alors moi, ça m'a permis de voir à peu près dans quel groupe
enfin si les Mochica allaient effectuer une sélection très forte des animaux sélectionnés pour les tombes, ou si au contraire ils allaient avoir un éventail large de ces animaux pour leur sacrifice. Bon. Alors, les problématiques étaient diverses, hein, bon, on ne peut pas le voir. Elle était de voir d'abord quelles étaient les espèces animales sacrifiées et retrouvées dans les contextes funéraires. Hein. Donc, on a d'abord les espèces domestiques. Est-ce qu'il s'agissait d'espèces domestiques, d'espèces sauvages? Quelles étaient les parties de ces animaux déposées? Donc, est-ce qu'il s'agissait-il d'animaux complets, de parties ou de parties vraiment spécialisées du corps de ces animaux? Je cherchais aussi à comprendre s'il y avait des critères de sélection, donc de sexe, d'âge, de couleur. Quelles étaient les techniques de sacrifice utilisées? Est-ce qu'on parlait d'égorgement? Est-ce qu'on parlait d'une série de techniques? Et enfin, quel était le rôle et la fonction symbolique qui était attribuée à ces animaux, puisqu'ils ont été déposés dans une série de tombes? Et est-ce qu'ils avaient une fonction psychopompe, une fonction alimentaire, une fonction d'animal de compagnie, une fonction totémique? Bref, un ensemble de fonctions symboliques qui pouvaient leur être attribuées. Et donc mon travail a porté là-dessus. J'ai fait un inventaire des tombes Mochica disponibles, donc il y en avait plus de 600, lesquelles il y avait simplement un tiers de celles-ci, 194, qui présentaient des offrandes de faune. Donc une des premières questions, qui malheureusement n'a pas nécessairement de réponse, est de savoir pourquoi il y a simplement un tiers de ces tombes qui présentent des offrandes animales. Bon, desquelles 194, j'ai pu étudier presque une centaine, qui m'a permis d'avoir quand même un échantillon assez important, auquel se sont ajoutés plusieurs contextes cérémoniels. Hein, je reviendrai dessus par la suite. Donc vous avez tout d'abord, comme je vous le disais avant, j'ai sélectionné quelques sites, encore en cours de fouille, puisque ça m'a permis d'une d'avoir accès au matériel plus facilement, de pouvoir discuter aussi avec les archéologues qui avaient fouillé ces tombes, et du coup avoir une information de meilleure qualité par rapport à des fouilles plus anciennes dont le matériel a souvent été perdu, égaré ou autre, et du coup plus difficile à étudier. Donc j'ai d'abord travaillé sur le site de Sipan, hein, avec 10 tombes analysées et 4 dépôts d'offrandes. Donc là, encore une fois, le site de Sipan, je passe. Bon, bien sûr, l'exemple principal, hein, c'est la tombe du seigneur de Sipan, hein, où on a 2 camélidés enterrés et un chien. Voilà, donc ça, c'était vraiment la tombe, si vous voulez, la tombe la plus importante que j'ai eu l'occasion d'étudier. Il y en a d'autres. Et des dépôts d'offrandes. Hein, donc, il y a 4 dépôts d'offrandes, 1, 2, 3, 4, et j'ai étudié les 4 qui sont liés à ces tombes, et je reviendrai dessus après. J'ai également travaillé à San José Moro avec 18 tombes analysées et un grand dépôt de camélidés. Donc, vous avez une vue générale sur un secteur de fouille de San José Moro. Et un exemple d'une tombe où on retrouve là des crânes et extrémités de pattes de camélidés. Alors, je vous parle tout de suite d'extrémités de pattes de camélidés, puisque vous lirez souvent dans la bibliographie qu'on a trouvé des pattes. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'imprécisions dans les termes. Si vous voulez, les extrémités de pattes, c'est depuis les métapodes, hein, donc métacarpe, métatarse, jusqu'aux phalanges. Si vous voulez, ça représente, c'est votre main ou votre pied. Quand on parle du main ou pied, on ne parle pas de la jambe complète. Donc, c'est des détails, mais lorsqu'on fait une étude bibliographique, on aimerait parfois avoir plus de précision, et c'est important pour savoir exactement quelles étaient les parties, parce qu'en fonction des parties anatomiques déposées, on peut considérer qu'il y a une fonction symbolique qui peut être différente. Hein. Je vous montrerai ça plus tard. El Brujo, j'ai analysé 11 tombes. Hein, vous avez une vue de la Huacacao Viejo et une photo d'une tombe où un animal complet a été déposé, hein, donc un camélidé en compagnie d'un personnage humain, hein, qui a été déjà fouillé. Mais encore une fois, c'est pour vous montrer un petit panorama. Donc les Huacas de Moche, où là, du fait de la participation aux fouilles de la plateforme Oulé, j'ai un corpus beaucoup plus important, hein, 56 tombes. Et avec des choses assez intéressantes, hein, avec des tombes assez complexes, où on retrouve à la fois des camélidés, des chiens, donc diverses parties de ces animaux enterrés. Alors la méthodologie que j'ai employée, bon, donc c'est une méthodologie archéologique classique, mais pour ces tombes, comme je travaillais sur des contextes non domestiques, donc j'avais fréquemment des parties en connexion anatomique, des parties complètes, donc j'ai adapté
l'affiche qu'utilisent les anthropologues physiques sur les êtres humains aux camélidés, aux chiens aussi, hein, ce qui m'a permis d'avoir un enregistrement assez précis des parties déposées, et ce qui m'a permis de les comparer à la fois dans le temps, puisque dans les tombes sélectionnées prenaient en compte l'ensemble des phases de la chronologie Mochica et l'ensemble quasiment de la région Mochica du nord au sud. Donc c'est vraiment une étude régionale et chronologique sur l'ensemble de cette culture. Et avec ce type de fiche, j'ai pu comparer et voir s'il y a des évolutions dans le temps ou dans l'espace. Donc c'était un point assez important. Alors, un des résultats les plus importants, et c'est sûrement le plus caractéristique de ces tombes, c'est que 91% des tombes qui contenaient des offrandes animales contenaient des restes de camélidés, donc lama et alpaga. C'est vraiment la très très grosse majorité des tombes. Et l'idée après, c'était d'expliquer pourquoi on a une telle prédominance de ces espèces dans ces tombes-là. Mais les mochicas ne sont pas uniques en ça, hein. D'autres cultures du Pérou ont aussi offert une place assez importante à ces camélidés, donc c'est intéressant de comprendre pourquoi. Donc ils sont représentés sous plusieurs formes, hein. La forme principale, c'est donc ces crânes et extrémités de pattes, hein, où vous avez ces éléments anatomiques déposés à différents endroits des tombes. Alors après, j'ai essayé aussi de travailler sur l'emplacement de ces offrandes à différents endroits des tombes, hein. Très sincèrement, pour l'instant, ça ne donne pas de résultats particuliers. Donc vous avez donc ces crânes et extrémités de pattes qui peuvent être déposés ensemble ou séparément. D'autres parties, hein, on peut simplement déposer la mandibule, mais il y a fréquemment une référence au crâne. Et ces parties peuvent être déposées séparément. Donc là à droite, vous avez un crâne déposé tout seul, ou ici à gauche, des extrémités de pattes déposées dans deux niches d'une tombe. Donc on a un ensemble aussi de pratiques à comprendre. Et la deuxième façon principale de les déposer est sous forme de corps entier. Donc vous avez cette tombe que je vous ai montrée précédemment, la tombe du Seigneur Sipan, où on a deux camélidés déposés à l'est et à l'ouest du cercueil et de l'individu principal. Des tombes à dos cabezas, où des camélidés sont associés à des tombes humaines. Mais ces animaux entiers peuvent également être déposés entiers, mais découpés en plusieurs parties. Donc là, vous avez une tombe où on retrouve ici le crâne et les extrémités de pattes, les côtes gauche, les côtes droites, les vertèbres, les scapulas, le reste du corps, les membres. Et donc tout le corps de l'animal est représenté, mais d'une façon où on a découpé en plusieurs parties et on les a répartis à différents endroits d'une tombe. Donc là, il faudra aussi différencier ce genre de dépôt, hein. C'est un animal entier, complet, mais découpé en morceaux. Donc normalement, ça ne revêt pas forcément le même symbolisme qu'un animal déposé entier en connexion anatomique. Et enfin, vous avez des parties spécifiques du corps qui sont déposées, hein. Donc on peut avoir un ensemble de vertèbres. Là, vous avez toutes les vertèbres thoraciques d'un animal déposé dans une tombe. On a également les scapulas et des ensembles de côtes qui sont des demi-parties de poitrail qui peuvent être déposées complètes en connexion ou encore une fois découpées en plusieurs morceaux. Vous avez ici des dépôts de 4 fois 3 côtes. Donc on a un ensemble là de pratiques assez diverses. Dans les autres faunes déposées, hein, vous avez les animaux d'autres espèces domestiques, hein. Vous avez les chiens. Donc là un exemple encore une fois de Sipan. Vous avez un chien déposé sur un individu humain, un adolescent, un jeune enfant, adolescent. Un chien déposé à côté, à proximité de deux individus adultes. Mais aussi des parties spécifiques de son corps. Encore une fois, hein, on a des ressemblances entre les camélidés et les chiens, où on a des mandibules qui sont déposées dans plusieurs tombes mochica, hein. Vous avez ici une tombe de San José Moro, où vous avez à la fois des camélidés et des restes et une mandibule de chien, hein. Donc également des cobayes. Alors souvent, un des problèmes a été de voir si réellement ces offrandes faisaient simplement partie du remplissage de la tombe, ou alors étaient vraiment sans être intrusives, hein, mais ça peut faire partie du remplissage, ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'offrandes à proprement parler. Vous avez également, un peu moins, mais vous en avez quand même des offrandes de cochons d'Inde. Là, je vous montre une tombe où on a découvert trois corps entiers de cochons d'Inde.
Et après, vous avez une série d'espèces, là non plus domestiques, mais sauvages, et qui sont quasiment des cas uniques, hein, donc c'est beaucoup plus rare. Voilà, on a parfois du mal à expliquer le pourquoi de leur dépôt, mais bon, elles sont là. Donc on a d'abord une tombe de la plateforme Moulée où on a retrouvé une chauve-souris. Donc en plus, il s'agit de la chauve-souris vampire, hein, donc une chauve-souris qui est hématophage, donc qui se nourrit du sang des animaux pour vivre. Et c'est une chauve-souris qu'on retrouve fréquemment dans l'iconographie mochica, puisque ce comportement hématophage a été ritualisé par les mochica et est fréquemment associé au sacrifice humain. Donc là, il y a une liaison avec le sang assez évidente. Et les mochica, pour ça, étaient assez... ont ritualisé le comportement de ces animaux. Et du coup, ont utilisé certaines espèces dans leur tombe, mais ont ritualisé dans leur iconographie le comportement pour l'associer à certains rituels. Hein. Dans ce cas-là, on a retrouvé cette chauve-souris vampire associée à une tombe. Hein. Donc, je ne sais pas si le personnage était un sacrificateur. En tout cas, on peut émettre l'hypothèse, mais on n'a pas davantage de données. On a d'autres... non plus de mammifères, on a des oiseaux également. Donc là, j'ai une petite espèce d'oiseau, donc c'est un Eudicnem du Pérou, hein, qui a été déposé, comme vous pouvez le voir ici, dans une niche au milieu de plusieurs vases. Donc je vous parle des phénomènes d'intrusion, parce que souvent pour les animaux, on a aussi, moi j'ai encore entendu justement pour cette tombe, on me dit oui, mais il a très bien pu s'y mettre, non, enfin quand on dégage une tombe sous 2 mètres de terre, avec un dépôt là entre plusieurs vases, il n'y a pas de problème du tout sur le fait que ça soit un vrai dépôt intentionnel de la part des mochica, mais bon, on retrouve quand même encore des réticences. Et voilà, je vous montre une idée, une photo de ce qu'est un Eudicnem. Et c'est important, hein, parce que c'est un animal sauvage, mais là on l'avait attrapé, il a vécu pendant bien 2 ans au milieu des poules dans la maison. Donc ça c'est important, puisque moi je vous parle d'animaux domestiques et sauvages, mais ça fait partie d'une systématique contemporaine, hein, enfin moderne et contemporaine. Donc je suis pas sûr, enfin si je suis sûr, que les mochica raisonnaient pas du tout de la même façon, hein, entre une chauve-souris et un oiseau. Est-ce qu'ils différenciaient un mammifère d'un oiseau? C'est assez compliqué. Et moi, je vais vous reparler plus tard du statut de ces animaux sauvages qui peuvent passer d'un statut sauvage à apprivoisé ou à semi-domestique. Hein. C'est assez complexe. Vous avez d'autres espèces. Là, une tombe de Dos Cabezas où vous avez des psittacidés, donc des perroquets. Hein. Vous avez ici des Amazones, mais aussi des haras militaires. Alors c'est pareil, c'est le même problème. Hein. Vous avez peut-être certains d'entre vous ont des perroquets chez eux, ils ne le considèrent pas comme un animal sauvage. Ça reste un animal sauvage, mais qui peut être apprivoisé et qui peut-être, au moins symboliquement, pouvait changer de statut. Donc c'est des découvertes qui ont été réalisées à Dos Cabezas. Et ça me permet aussi d'introduire d'autres aspects qui sont liés à la biodiversité ancienne, où on a souvent calqué le fait de retrouver des plumes, des animaux dits exotiques dans une zone, au fait d'échanges à longue distance, etc. Alors que là, bon, par exemple, les haras militaires, si vous consultez les biologistes et les publications des biologistes, ils en retrouvent jusqu'à Chiclayo. Donc, le fait de dire qu'ils proviennent de longs échanges, qu'ils proviennent d'Amazonie ou de l'Équateur, pas forcément. Il faut simplement se rendre compte qu'il y a eu vraiment un vrai changement de biodiversité. Et l'exemple le plus flaglant, ce sont les camélidés, lama et alpaga, qui ont complètement disparu de la côte péruvienne, alors qu'à l'époque préhispanique, et au moins dès la fin du formatif, ils y sont élevés, ils y vivent d'une façon permanente. Donc il faut essayer de faire attention à pas toujours voir une origine exogène à ces animaux, alors qu'ils pouvaient très bien vivre dans un environnement côtier. Hein. Alors c'est pas le cas de toutes les espèces, mais bon, il faut quand même le prendre en compte pour vos hypothèses et vos conclusions. On a également des reptiles. Hein. Alors, je vous ai montré l'exemple de Cipane. Hein. Bon, j'ai pas pu l'étudier, mais dans les vases, on a d'abord trouvé ça dans une tombe, et bon, on en a beaucoup plus depuis, où on a trouvé un dépôt d'un reptile, hein, qu'on peut voir ici, qui était placé à côté du crâne de cet individu, de cette femme adulte. Hein. Donc bon, on voyait ce reptile-là, la première idée, c'est bon, c'est un reptile qui est intrusif, hein, qui s'est mis dans ces tombes, et en fouillant, en tamisant plus soigneusement les vases, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de restes osseux dans ces vases. Et encore une fois, on parle d'idée que dans les vases, il y a forcément ou de la nourriture ou des liquides qui sont déposés. Moi, dans le cas
là, de ces tombes-là, ce sont des reptiles qui sont déposés dans ces tombes-là. Donc l'idée, c'était de voir est-ce qu'ils sont intrusifs ou pas. Mais bon, lorsque vous avez dans ces jarres, vous avez en numéro minimum d'individus, 10 individus, dans celle-là 2, et dans celle-là un individu, là on dépasse le stade de l'intrusion. Hein. Je ne pense pas que ces reptiles-là se sont regroupés dans ces vases pour se reproduire ou quoi. Donc là on a vraiment une offrande, surtout qu'on le retrouve dans d'autres tombes, avec d'autres contextes. Donc là je ne vais pas développer. Donc les amphisbènes, ce sont des reptiles voilà, qui ont cette forme-là, qui sont assez petits, mais qui ont qui sont connus des paysans locaux, comme ils appellent ça culebras de dos cabezas, parce que leur tête ressemble à leur queue. Ils ont la tête a une forme arrondie, qui ressemble à la queue, à la différence des serpents, enfin des vipères ou des couleuvres, qui ont plutôt une tête, c'est schématique hein, quand je vous dis ça, plutôt triangulaire, et une queue plutôt pointue ou arrondie, alors que là, ces reptiles-là ont une tête qui ressemble à leur queue. Donc ça, c'est pareil, on a fait toute une étude, mais là, du coup, de systématique, et on s'est rendu compte qu'on avait deux types de crânes différents. Donc, a priori, un problème, puisque sur la côte péruvienne, il n'y a qu'une seule espèce qui est aujourd'hui présente, qui est Amphisbaena occidentalis occidentalis, et qui est le type numéro 2, mais on a ce type, le type 1 qui est là. On a un seul exemplaire, mais on l'a quand même. Et alors on s'est naturellement posé la question de savoir s'il s'agissait d'une différence allométrique, de sexe, de sexe ou d'âge, ou est-ce qu'il s'agissait simplement, enfin pas simplement, mais d'une autre espèce. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de solution à ça. Mais encore une fois, c'est ce que j'insiste aussi là-dessus. Il ne faut pas dans ce type de discipline, il ne faut pas se fier sur les évidences actuelles. C'est pas parce que vous n'avez pas une espèce qui est actuellement représentée que forcément, à l'époque préhispanique, elle n'était pas présente. Donc là, on a un problème avec une espèce qui a peut-être été importée. Mais bon, là, il faudrait faire tout un travail sur les collections de comparaison. Et pour l'instant, les seules autres espèces d'amphisbènes sont plutôt sur le versant amazonien. Donc bon, voilà. Donc ça soulève un certain nombre de questions. Et ce que je vous disais auparavant, un peu de cible... un reptile qui a été décrit comme un serpent. Moi, j'ai pas pu l'étudier, mais bon, je vous le mentionne quand même. Voilà, donc on se rend compte que, bon, on a des problèmes sur le PowerPoint. Sur les 600 espèces présentes sur la côte, on a plus ou moins 12 à 16 espèces représentées. Alors, malheureusement, là, vous pouvez pas le voir, hein, on a plusieurs espèces qui sont peut-être présentes, mais dont je suis pas réellement sûr qu'il s'agisse vraiment d'offrandes intentionnel. Hein. Bon, il y a des choses qui se retrouvent dans le remplissage. La position est pas forcément très précise. Mais ce qui ressort, c'est que vraiment les 4 espèces domestiques principales, hein, donc lama, alpaga, chien et cochon d'Inde, sont vraiment les espèces les plus représentées. Hein. C'est pour simplement les camélidés, plus de 91% des échantillons. Donc vraiment, ça pose des questions. Pourquoi ces espèces? Là, vous avez vraiment, sur les 600 espèces, vous avez... si vous voulez, 2 espèces qui sont vraiment les principaux taxons sacrifiés. Donc, un des aspects sur lesquels on peut travailler, hein, lorsqu'on travaille sur des espèces domestiques de ce type-là, c'est sur l'âge des animaux sacrifiés. Donc là, on rejoint une des problématiques principales qui sont les critères de sélection de ces animaux. Donc l'âge, puisque pour les camélidés, le sexe est quasiment impossible à déterminer. Donc, et la couleur. Bon, comme on travaille sur des restes osseux, malheureusement, on n'a pas accès à ce genre de données. Donc, ce qui ressort des estimations d'âge au moment de l'abattage de ces animaux est qu'il s'agit principalement d'animaux juvéniles. Alors, juvéniles au sens où vous avez entre 0 et 2 ans, vous avez plus de quasiment 60% de l'échantillon. Mais quand on le regarde en détail, on a vraiment des animaux très très jeunes, hein, de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, c'est vraiment la grande majorité. Hein. Et du coup, ça... on a également une utilisation différentielle en fonction de l'âge. Puisque les animaux plus vieux, on a des animaux qui ont plus de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, voire plus. Hein, c'est toujours basé sur des stades d'éruption dentaire et d'usure des molaires. On se rend compte que les animaux vieux sont souvent déposés entiers, alors que les crânes et extrémités de pattes sont déposés, sont des animaux juvéniles. Alors, il y a une explication, c'est que dans le cas des crânes et extrémités de pattes, sont des parties qui sont faibles en viande, qui n'ont pas beaucoup de viande, donc du coup, on dépose des parties qui sont
probablement les plus symboliques de l'animal, mais on va consommer dans des rituels ou dans les habitations, dans les secteurs domestiques. Le reste du corps, donc on va sacrifier des animaux avec une viande plus tendre. Alors que les animaux plus vieux ont une viande plus dure, et du coup, ils vont être déposés complets. Alors, c'est pas du tout le même symbolisme, mais ça fait quand même partie de ces choses-là. Il faut vraiment ne pas séparer, si on voudrait dire, la sphère symbolique de la sphère économique. Il y a vraiment une utilisation à la fois rituelle et à la fois économique de ces animaux, puisque on les mange et on les consomme, et c'est un vrai changement. Là, je vous montre rapidement un détail de ces répartitions d'âge. Vous voyez qu'il y a vraiment, chez les juvéniles, presque, c'est 50-50 entre 0 et 1 an, donc c'est vraiment des animaux très jeunes. Et un autre contexte de Wanchakito que je vais développer plus tard, où on a vraiment des animaux qui sont très très jeunes. Donc ça implique que ce sont des animaux qui ont été élevés, qui sont nés sur la côte, qui ont été élevés sur la côte, et pas du tout des animaux importés depuis les Andes. Donc là, je reviens sur l'utilisation du crâne et l'utilisation des parties anatomiques avec un schéma où vous pourrez mieux comprendre ce qui se passe. Vraiment, où vous avez une utilisation à la fois rituelle et économique, où on dépose les parties les plus pauvres en viande, principalement, et on va consommer le reste du corps. Mais bien sûr, où se trouvent ces parties? Donc, une des idées est de travailler aussi de plus en plus sur ces secteurs domestiques pour comprendre à la fois quelles étaient les espèces consommées par les mochikas et quelles étaient les parties anatomiques, et voir si ça se complète, si vraiment on arrive à lier au sein d'un même site, par exemple, à la fois entre les offrandes funéraires et les parties retrouvées et les dépotoirs. Donc là, vous avez une vue sur un secteur, sur un contexte plutôt de consommation. Et c'est l'idée, par exemple, sur les wakas de moche, de travailler à la fois sur les secteurs funéraires de la waka de la Luna ou de la plateforme moulée, et les zones plutôt domestiques et artisanales de la zone urbaine. Voilà, bon, c'est en cours. Tout ça soulève d'autres questions. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, ça sort du cadre des rituels, mais ça pose la question de l'origine des camélidés. Alors, ça pourrait rejoindre, puisque si vraiment c'était des animaux d'origine provenant de la cordillère, ça impliquerait aussi un symbolisme et lié à d'autres populations qui ne sont pas forcément mochikas. Donc là, je vais passer rapidement. C'est juste pour vous montrer que à la fois ces animaux peuvent être vus d'une façon rituelle, mais nous on peut aussi le regarder à la fois du côté des pratiques d'élevage de ces populations, et on est en train de réaliser toute une série d'analyses isotopiques notamment pour essayer de comprendre d'où venaient ces animaux et est-ce qu'il y a un mouvement entre la côte et la sierra. Donc bon, les premiers résultats, je passe rapidement, montrent que ces animaux sont clairement des animaux de la côte. Donc ça implique aussi que ces populations qui vivent avec ces animaux les sacrifient en tout état de cause, et donc ils ont vraiment un symbolisme et c'est vraiment des animaux qui vivent avec eux quotidiennement. Donc on a vraiment quelque chose d'important et une liaison assez forte entre ces populations humaines et ces animaux. Alors il n'y a pas que les tombes. Il y a aussi toute une série de contextes sacrificiels qui peuvent aller de sacrifices massifs à des offrandes d'abandon ou de fondation, des offrandes des repas funéraires. Donc là, on avait par exemple une offrande qui a été déposée au pied d'escaliers qui ont été scellés, et on a l'offrande d'une pâte complète de camélidés. Donc c'est quasiment unique. Enfin, c'est pas unique au sens où on le retrouve pas dans d'autres cultures, mais pour les mochikas, c'est assez rare. Donc j'essayais de comprendre ce qui se passait, et dans une tombe. Donc moi, c'est ce que je vous disais au début. Donc moi, j'ai d'abord bâti mes hypothèses sur les analyses de terrain, sur les fouilles, sur le travail sur l'iconographie. Mais forcément, je ne pouvais pas me couper dans une aire culturelle comme les Andes de voir ce qui se passait aujourd'hui en fonction des rituels. Donc c'est pas du tout pour calquer des hypothèses ou chercher des solutions dans l'ethnographie et dans les rituels contemporains pour essayer d'expliquer ce qui se passe chez les mochikas. J'ai assez de données pour comprendre ce qui se passe chez les mochikas, mais c'est vraiment pour donner d'autres pistes de réflexion sur l'utilisation de ces offrandes. Bon, donc on a donc ces pâtes complètes offertes, et donc du coup je me suis baladé forcément sur plusieurs marchés dans les Andes, et lorsque j'ai acheté des paquets d'offrandes qui sont utilisés pour les messas, on peut acheter des paquets tout prêts qui seront utilisés par
par les chamans pour leur cérémonie. Et bien sûr, bon, vous pouvez acheter des fœtus complets de lama ou d'alpaga qui sont là, qui vont être offerts, voilà. Bon. Et je me suis retrouvé une fois à Cusco avec une marchande qui m'a offert, qui m'a proposé d'acheter ça. Donc j'ai vu, et c'était une pâte complète d'un fœtus. Et donc je lui ai forcément posé la question, je lui ai dit mais vous vendez ça? Donc elle le vend 3 fois moins 5 fois moins qu'un fœtus complet. Et en fait elle m'a expliqué que c'était pour des gens qui n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter une table d'offrande complète, pour s'acheter un fœtus complet, mais qui voulaient quand même que dans leur table d'offrande, il y ait une partie de cet animal qui soit déposée. Donc moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc je vous dis pas que ce qui se passait chez les Mochikas, c'est des gens qui n'avaient pas assez d'argent pour offrir un animal complet, ou qui n'avaient pas assez de moyens, parce qu'on ne parle pas d'argent, pardon, mais qui n'avaient pas assez de moyens, ou qui faisaient partie d'un groupe social inférieur, qui n'avaient pas la capacité économique pour offrir un animal complet, mais qui ont quand même pas offert simplement une extrémité de pâte. Bon, voilà, donc ils ont fait une pâte complète. Est-ce que c'est dans ce genre de choses qui sont assez intéressantes? Mais là, c'était quand même intéressant de voir qu'il y a l'importance de cet animal pour ces populations contemporaines et qui voulaient à tout prix avoir une partie, même minime, offerte dans leur cérémonie. Donc après, on a des dépôts de faune qui sont associés à des contextes de sacrifice humain. Donc là, on a un chien complet. Et là encore, hein, ça fait partie des fonctions, ou du moins de la récurrence de ces animaux dans les rituels. Hein. Le chien est fréquemment retrouvé dans les scènes de sacrifice humain. Hein. Vous le verrez dans plusieurs représentations. Il est souvent là. Donc là, il y a vraiment une liaison. T'es pas forcément... Enfin, c'est pas fréquent de le trouver, mais on n'est pas étonné non plus de trouver. Ça veut dire que, bon... On se dit, ça confirme aussi parce que souvent on a bâti beaucoup d'hypothèses sur l'iconographie sans avoir les données archéologiques pour le confirmer. Donc là, on a quand même des choses qui se retrouvent de plus en plus. Et il y a une série de contextes, moi j'ai appelé contexte cérémoniel, hein, donc c'est pas des tombes, c'est pas des sacrifices massifs. Hein, c'était notamment le cas à Sipan, où on avait des repositorios de ofrendas qui contenaient énormément de vestiges matériel, hein, donc vous voyez plus de 1000 vases, des couronnes en cuivre, des masques, des valves de spondyle, des objets lithiques et des restes osseux de faune. Et quand j'ai commencé cette étude, forcément la faune, c'est souvent le cas, c'est un peu le matériel, pas le moins prestigieux, mais c'est pas celui-là qui intéresse le plus. Et pourtant vous allez voir que dans ce cas-là, dans ce contexte précis, ce matériel osseux va nous donner des informations vraiment de premier ordre. Hein, donc je passe rapidement sur le nombre de restes osseux. Hein. Il y avait plus de 4000 restes osseux d'analyser. Il y avait beaucoup d'indéterminés puisqu'il y a une grosse fragmentation. Donc ça, c'est vraiment différent de ce que j'ai pu trouver dans mes tombes, avec différentes tailles de fragmentation. Hein, je passe, hein, mais vraiment, c'est pour vous montrer que c'est pas simplement une offrande. On n'a pas offert Là, il se passe quelque chose d'autre. Donc, quand j'ai commencé à regarder la représentation anatomique des parties déposées, j'ai pu voir que on avait au moins 17 individus représentés, mais pas complets, et que les parties anatomiques étaient plutôt des parties des membres, donc des pattes complètes, hein, et des parties plutôt riches en viande. Donc là, on n'est pas du tout dans le schéma des tombes où on a les parties pauvres, on a plutôt des parties riches, hein, le fémur, le tibia, l'humérus, le radius ulna, donc des parties vraiment des vertèbres, des côtes, donc des choses un peu plus charnues. Et compte tenu de cette fragmentation, moi j'en suis arrivé à la conclusion que c'est pas forcément des offrandes en tant que telles comparables à celles des tombes, mais plutôt des restes d'un repas funéraire. Alors, j'ai commencé à regarder les traces de découpe, hein, c'est assez classique, c'est plutôt des traces de désarticulation. Par contre, j'étais dans un schéma où je pensais trouver des traces de crémation, alors que pas du tout, il n'y en a pas une seule, sur les 4000 restes, il n'y a pas du tout de traces de crémation. Donc je me suis interrogé du tout sur les types de cuisson de ces animaux. Donc est-ce que c'était plutôt un bouillon de type caldo où on a une vraie fragmentation ou une cuisson à l'étouffée type pachamanca. Donc vu l'état de fragmentation, on est plutôt dans une espèce de grande soupe. Et ça c'était assez important parce que là j'étais vraiment face à un contexte de repas funéraires liés à la tombe du seigneur de Sipan, puisque ce dépôt a été construit à proximité de la tombe, mais vraiment juste au-dessus, et il lui est associé clairement. Donc là, on a vraiment, ça nous permet aussi de travailler sur différentes étapes des rituels, hein, depuis l'enterrement
jusqu'au rituel post-inhumation, hein, dont le repas funéraire fait partie. Donc voilà, donc ça c'est juste une comparaison rapide avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui, hein, avec la cuisson de ces animaux, enfin la cuisson de ces parties anatomiques. Voilà, ça c'est la pachamanca. Bon, voilà, ce qui est intéressant de le voir, c'est que c'est pas simplement pour dire il y a ces types de cuisson-là, c'est quels types de traces peuvent être retrouvées par un archéologue dans ces types, avec ces différents types de cuisson. Donc là, il y a des travaux qui sont en cours par d'autres collègues. Hein. Moi, je travaille pas là-dessus. Hein. Je me sers de leur publication. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe là-dessus. Donc, quand on a défini la fonction de ces restes osseux, je me suis intéressé au poids de viande disponible. Pourquoi? Parce que en Europe, vous trouverez pour d'autres populations, hein, on a trouvé ça pour des populations en France par exemple, où on a des repas, des contextes de repas, de festins, au sens où on a vraiment des festins, on a par exemple en poids de viande plus d'une tonne disponible. Et pour l'instant, moi je vois différents contextes, hein, je commence un peu à travailler dessus. Voilà, dans les Andes, on dirait que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout ce qui se passe. Là, je suis quand même sur la tombe du Seigneur de Sipan, donc considéré vraiment comme une des tombes les plus importantes, voire la plus importante. Hein. Bon, c'était longtemps le truc. Donc vous pouvez s'attendre vraiment à des funérailles, si vous voulez, majestueuses. Et là, je travaille donc sur ce contexte, 4000 restes, et je m'aperçois que finalement, à partir de travaux qui ont été réalisés par des collègues argentins, j'ai pu calculer le poids de viande disponible. Hein. Donc je passe sur les détails de la méthodologie, et je me suis rendu compte qu'au final, on a plus ou moins, dans ce contexte-là, 191 kg de viande disponible. Bon, ça vous paraît beaucoup, hein, moi aussi, je me dis 191 kg. Mais finalement, rapporté à une cérémonie aussi importante, c'est pas grand-chose. En France, certains contextes, il y a plus d'une tonne de viande disponible, donc là, on est vraiment dans plusieurs catégories de rituels. Donc, pour faire une tentative d'estimation du nombre de participants, hein, je vous le dis tout de suite, ça fonctionne pas. Donc voilà, mais c'est juste pour essayer de réfléchir sur ces différents aspects. On part de la faune, hein, donc là on l'emmène à un niveau, on arrive à un niveau plus anthropologique. Donc en attribuant par exemple une ration X de viande par personne, on arrive à tant de ratios, donc tant de personnes pour repas. Hein. Alors j'ai pris par exemple 300 grammes, donc s'il y a un seul repas, on a 638 personnes. Si vous avez deux repas, vous avez 319 personnes. Si ce qui se passe fréquemment dans les Andes, c'est des funérailles ou des cérémonies qui durent plusieurs jours, ou c'est pas du tout une cérémonie d'une jour, on a peut-être un nombre beaucoup plus limité, puisque ces gens-là vont rester, vont manger, voilà. Donc c'est simplement pour travailler, pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui a pu se passer. Et de plus, il faut ajouter toutes les autres parties de l'animal qui ont pu être consommées et qu'on ne retrouve plus. Donc la moelle, les viscères. Donc ça, c'est des parties qui ne se retrouvent plus du tout en contexte archéologique. Le dépôt d'autres parties du corps comme offrande dans d'autres tombes. La répartition et la consommation du reste du corps de ces animaux dans d'autres parties du site à l'occasion de ce rituel ou à l'occasion ou pendant leur vie quotidienne. Et la consommation d'autres aliments végétaux, des fruits, voilà, et la consommation de liquides comme la chicha, puisque bon, vous savez que si plus on boit, on n'a pas trop envie de manger, donc ça peut durer, donc toutes ces fêtes peuvent durer. Donc moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est que est-ce qu'il s'agissait vraiment d'un festin funéraire, comme on peut souvent le lire, s'il s'agissait vraiment de festin, ou est-ce qu'il s'agit d'un repas funéraire assez en comité réduit. Donc là, forcément, on se tourne vers l'iconographie mochica et on s'aperçoit que la plupart des gens qui sont représentés, mais forcément, c'est une iconographie d'élite destinée à transcrire un message idéologique, on a forcément des participants qui sont que des membres de l'élite. Donc, est-ce qu'on a un festin collectif où là, on va plutôt travailler sur une cohésion sociale à l'ensemble du site, alors sans parler qu'il y avait sûrement de type d'ambassadeurs qui ont pu venir pour ces funérailles, des gens des personnages de l'élite d'autres sites. Bon, ça fait partie des relations, pas diplomatiques, mais ça fait partie à l'échelle d'une vallée, voire d'autres vallées. Donc, est-ce qu'on a un festin qu'on peut qualifier de collectif, ou est-ce qu'on a plutôt un festin qui est politique, où on réunit plutôt l'élite du site, l'élite de la vallée,
Et là où ce qui ressort, c'est pas la cohésion sociale, mais la hiérarchisation, pour marquer une hiérarchisation sociale entre l'élite et le reste de la population du site. Donc bon, moi j'ai pas de réponse sur ça, c'est d'autres modalités. Donc dans un festin collectif, on a une participation beaucoup plus importante. Donc on serait censé, si on reste au niveau archéologique et au niveau faune, avoir un nombre de restes osseux, d'une quantité de viande disponible beaucoup plus importante, ou est-ce qu'on est plutôt dans un événement transitoire, dans un rituel plutôt politique où on va festoyer, si on peut appeler ça comme ça, entre personnages de l'élite en l'honneur de ce personnage assez important de cette société. Donc là, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer avec cette étude de restes osseux, ou qui nous ont amené, ou d'une simple étude, à réfléchir sur les modalités d'un repas funéraire qui pourrait être un festin ou pas. Mais on n'a pas que ces exemples où on a forcément peu de viande disponible. On a aussi des exemples où on n'a pas la viande, mais on sait qu'on a vraiment une quantité et un abattage assez important. Donc moi j'ai eu l'opportunité pendant ma thèse de travailler, j'étais en train d'étudier le matériel sur le site, et ce contexte est sorti de la fouille, c'est le contexte dans la zone A36, où on a un dépôt d'offrandes de camélidés qui sont quasiment uniquement que des restes de crânes et d'extrémités de pattes. Donc voilà, donc vous avez cet ensemble assez important qui sont à proximité en stratigraphie sous des tombes et qui sont pas liées à d'autres tombes Mochica, mais voilà. Donc il y a une disposition particulière, ça a l'air d'être le bordel, mais c'est pas du tout le cas. Il semble au contraire qu'il y a plutôt pas une organisation, mais il y a quand même des choses qui se passent au niveau du dépôt de ces parties. Et là, on est dans un schéma complètement différent, beaucoup plus proche des tombes, où on a 78 individus. Alors je vous dis 78, il y a une partie du contexte qui n'a pas été fouillée, donc je pense qu'il y a plus d'une centaine d'animaux qui ont vraiment été déposés. Enfin si, qui a été fouillé, moi j'ai pas encore eu le temps de pouvoir l'étudier. Et là, on a un schéma plus proche de ce qu'on retrouve pour les tombes, où on a des crânes et des extrémités de pattes qui ont été déposés. Donc là, la question, c'est que lorsque vous avez un abattage aussi massif, qu'est-ce qui se passe avec le reste du corps? C'est toujours la même question. Donc si c'est des parties pauvres en viande, qu'est-ce qui se passe avec le reste du corps? Donc là, j'ai fait le travail inverse, c'est que j'ai essayé de déterminer le poids de viande théoriquement disponible, mais qu'on ne retrouve pas. Et là, on arrive à un chiffre assez impressionnant. Vous avez vraiment plus d'une tonne de viande qui a été répartie à un moment pour ce rituel, qui a été répartie entre les vivants. Est-ce qu'il s'agit de rituels funéraires? Est-ce qu'il s'agit d'une consommation domestique? J'en sais rien. Je peux pas vous dire. J'ai pas d'idée. Seulement, je sais qu'il manque et c'est 78 individus. Donc, on a plus d'une tonne de viande qui a été à un moment partagée entre personnages du même site pour un seul événement, puisque ce contexte-là, c'est pas le dépôt de plusieurs individus à différentes époques, c'est un seul événement. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et bon, pour l'instant, ces zones-là n'ont pas du tout, les zones domestiques n'ont pas été fouillées. Donc, moi, je peux pas vous parler de ce qui se passe dans ces zones-là. Voilà, en fait, il y a ce rituel, il y a cet événement. Et donc là, plutôt, on n'est pas dans le même schéma qu'à Sipane. Là, il y a plutôt une masse assez, on pourrait dire, assez importante de population qui a dû participer à ce rituel. Et enfin, vous avez le cas de sacrifice massif. Donc là, j'arrive sur un contexte Chimu. C'est le cas du site de Huanchaquito, qui a été fouillé en collaboration avec Gabriel Prieto. Alors c'est pas une fouille programmée, c'est presque un sauvetage en fait. Gabriel Prieto fouille le site de Pampa Gramalote à Huanchaquito, qui est à 300 mètres de cette zone-là. Et les voisins sont venus le voir, puisque dans le profil, il y avait des ossements humains qui apparaissaient, des ossements de faune, enfin bon, il y avait plein de choses qui apparaissaient. Et ils sont venus le voir, donc ils ont commencé à faire un petit sondage, ils sont tombés sur plusieurs individus, ils ont vu avec le ministère de la Culture, ils ont eu l'autorisation pour faire un sauvetage. Et on a découvert, la zone est assez petite, c'est 16 ou 18 mètres sur 6, 42 individus humains, et 74 camélidés, au moins, c'est pour ce qui a été fouillé. Donc ça a été fouillé dans un temps assez rapide, voire trop rapide. Mais bon, là c'est vraiment une fouille de sauvetage. Donc
on a fait aussi ce qu'on a pu à ce niveau-là. Hein, il y a seulement des problèmes sur le contrôle stratigraphique, c'est vraiment quelque chose. Mais bon, par contre, on a une conservation qui est assez incroyable hein, des individus. Hein, donc on a 42 enfants et jeunes adolescents et 74 camélidés. Hein, donc là, on a vraiment quelque chose pour cette époque qui est complètement hors norme, hein, notamment pour les camélidés. Donc là, je vous montre quelques exemples des restes d'individus qui étaient déposés avec leur coiffe. Hein. On n'a pas du tout d'autres vestiges matériels que les individus. Il y a des textiles, mais tous les ornements qui étaient déposés avec les individus et les camélidés. Et il n'y a pas de céramique, il n'y a pas de métal, il n'y a rien d'autre. Donc c'est vraiment des contextes assez particuliers. Et on a des choses assez extraordinaires, hein, donc avec une conservation, encore une fois, étonnante, où on a des pratiques où ces individus ont été sacrifiés. Donc on ne sait pas du tout, on peut le supposer, hein, mais qui ont été sacrifiés avec extraction peut-être du corps et des poumons, on n'en sait rien. Mais ce qui se passe, c'est il y a plusieurs individus, là vous avez le plus bel exemple, où la cage thoracique a été clairement ouverte. Hein, vous voyez qu'elle a été ouverte en deux, hein, à la fois horizontalement, ici, et verticalement, hein, puisque vous avez les côtes qui sont en connexion. Donc là, il y a vraiment une ouverture de la cage thoracique afin de prélever le cœur et tout. Alors, est-ce que c'est au moment du sacrifice? Est-ce que c'est postérieur? Ça, c'est plus difficile à déterminer. En tout cas, pour l'instant, les résultats. Mais on a beaucoup d'individus qui montrent des traces sur le sternum. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Et du coup, on avait ces offrandes de 74 camélidés. Alors, pour un archéozoologiste, c'est unique, hein, c'est vraiment le plus gros contexte. Il y a d'autres contextes hein, où il y a des sacrifices massifs. Hein, à San José Moro, il y a plus d'individus, mais pas complets. Il y a un énorme contexte découvert il y a plusieurs années à Kawachi, mais là, on est vraiment dans une autre catégorie en termes de quantité. Alors, c'est pas un événement, j'appelle ça un sacrifice massif. Je vous ai mis un point d'interrogation parce qu'on est du fait des problèmes de contrôle stratigraphique, on n'est pas sûr que c'est un seul événement. Il y a sûrement plusieurs événements où il y a des dépôts successifs. Donc, c'est massif au sens où on a une concentration vraiment importante d'individus. Alors, du point de vue des animaux, c'est unique, hein, puisqu'on a à la fois donc les restes osseux, mais on a aussi d'autres choses. Hein. On a les contenus intestinaux, on a les coprolites, les coprolites, les S, les excréments, et on a aussi les fibres, donc tout le pelage. Et ça, c'est vraiment unique parce que lorsqu'on veut travailler sur les critères de sélection de ces animaux, on a enfin l'occasion de voir est-ce qu'il y avait des couleurs, est-ce qu'il y a une gestion particulière par rapport aux couleurs. Hein, je vais vite revenir dessus. Donc vous avez les animaux qui sont déposés seuls ou avec les individus. Hein. Vous avez ici un individu humain et vous avez le camélidé, donc la tête déposée et le corps qui est déposé ici. Ici, ils sont en position plutôt regroupée. Et ici en bas, vous avez ici la tête, vous voyez le cou, avec une torsion du cou, les côtes qui sont ici, le reste des vertèbres, et on arrive sur les membres. Hein. Donc là, on a vraiment une position particulière. Hein. On leur a vraiment tordu le cou pour pouvoir les déposer dans des espaces assez restreints. Donc ça, c'était complètement, je vous dis, hein, c'était complètement unique. Donc on a pu travailler sur la couleur de pelage. Hein. Donc on s'aperçoit qu'on a une gamme de variations assez importante, hein, qui va du beige au marron clair, marron foncé, très foncé. Et on a des individus qui sont mixtes, qui sont à la fois beige, à la fois, vous avez ici, par exemple là, cette partie du crâne, hein, vous avez un pelage marron, beige, marron, ici pareil, hein, beige, marron, donc c'était assez émouvant de voir ça, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de pouvoir travailler sur ce genre de choses, en tout cas, enfin, en théorie, hein, il y a d'autres contextes. Hein, c'est pas la première fois que des momies de camélidés sont découvertes, mais là on a vraiment un corpus assez ample. Hein, et donc là vous avez une petite répartition. Alors il y a une majorité d'individus marrons et mixtes. C'est plutôt des marrons. Hein, donc ça c'est aussi intéressant pour tout ce qui est gestion des troupeaux, puisque on a au moins pour les témoignages, pour les chroniqueurs, on parle souvent de troupeaux réservés au rituel, de couleurs des animaux en fonction de certaines divinités. Donc là, bon, on est sur les populations Chimú, hein, donc c'est assez tardif c'est beaucoup plus tardif pour les Mochica, de voir est-ce qu'il y avait là quelque chose en particulier, plutôt des animaux marrons, beige, mixtes. Donc là, vous voyez, il y a plutôt des marrons et mixtes.
Et ça conforte aussi ce qui se passait déjà depuis chez les Mochica, et ça vous allez le retrouver dans d'autres parties du monde pour les animaux, c'est qu'à partir du moment où on trouve des animaux domestiques, on a une augmentation des espèces domestiques dans la découverte d'espèces domestiques dans les contextes funéraires. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la domestication animale où à partir de là, on a beaucoup plus d'individus, de spécimens animaux déposés dans les tombes. Et au Pérou, dans les Andes, c'est vraiment ça. Du moment où on a domestiqué les camélidés, il y a petit à petit, et ça augmente, et à partir des Mochicas, ça devient vraiment une pratique pas courante, puisqu'on n'a qu'un tiers des tombes Mochica qui possèdent des animaux, mais vraiment très fréquente. Et ça repose vraiment sur je pense, sur une représentation dualistique du monde animal, où vous avez le monde domestique, les animaux domestiques qui sont le troupeau des humains, avec une fréquence plus importante, donc dans ces rituels, et le monde sauvage, où vous avez quelques espèces sauvages, je vous l'ai montré, des chauves-souris, quelques oiseaux, des reptiles, mais beaucoup, c'est vraiment quasiment que des cas uniques. Mais même dans d'autres parties du Pérou, vous allez trouver de temps en temps des tombes ou des offrandes d'animaux sauvages, mais c'est pas la majorité. Vous aurez beaucoup plus d'offrandes de cochons d'Inde et de camélidés que de singes, de félins, de chauves-souris. C'est vraiment quelque chose d'assez, c'est pas classique, mais c'est vraiment, il y a vraiment un dualisme entre le monde domestique des animaux, des humains, et le monde sauvage, qui sont plutôt les troupeaux des divinités. Alors bien sûr, là les termes que j'emploie, c'est des termes de Quechua qui proviennent de sources beaucoup plus récentes, mais c'est vraiment pour vous. Bon, il se trouve que ça correspond aussi à ce qu'on a pour l'époque préhispanique, du moins chez les Mochicas et pour d'autres cultures. Donc, mais quand on parle de rituel, on parle aussi de techniques de sacrifice. Et moi, en commençant ce travail, je me suis dit bon, je vais travailler sur des corpus assez importants, provenant de tombes assez complexes. Je vais pouvoir travailler sur les techniques de sacrifice. Bon, chez les Mochicas, on a beaucoup de données sur le sacrifice humain. Donc, on a les données anthropologiques, on a les différentes techniques. Ici, vous en avez représenté. Vous avez le fameux tumi ou couteau cérémoniel qui est fréquemment représenté. Vous avez des sacrifices, ça c'est sur la Huaca de la Luna, au sommet de la Huaca de la Luna, où les individus ont été sacrifiés à l'aide d'une masse, d'une porra. Donc bon, on retrouve à chaque fois le parallèle dans l'iconographie. El Brujo avec, là c'est un personnage féminin, donc j'ai montré un prisonnier qui est masculin sur votre droite. C'est un personnage féminin, mais pour laquelle on a retrouvé une corde autour du cou, donc on pense qu'elle a été étranglée. Par contre, chez les animaux, pas grand chose. On a quelques traces de découpe, on a des traces qui sont souvent au moment des articulations et qui sont plutôt des traces de désarticulation du corps. Donc c'est pas du tout des traces typiques du sacrifice, mais c'est des traces de la découpe. Et sur les animaux complets, j'ai pas de traces, c'est simple. Donc je n'ai pas trouvé de traces. J'ai cherché. Bon, après il y a la conservation qui joue aussi, mais j'ai pas trouvé spécialement de traces. On a souvent au moment de la séparation des métapodes du reste de la pâte, on a des choses. Donc à droite vous avez une illustration du travail de George Miller sur Cusco. C'est un travail d'ethnoarchéologie où il a montré que selon la technique, selon les communautés, vous avez des différentes techniques de séparation des métapodes du reste des pâtes. Donc moi j'ai essayé de voir si est-ce que chez les Mochicas à Huacas de Moche, c'était on découpait les pâtes de la même manière qu'à San José Moro par exemple. Et en fait, il n'y a pas vraiment de pratique, il n'y a pas un endroit où on sépare de la même manière. Dans les deux sites, on a un peu de tout. Donc, mais bon, on retrouve un ensemble de traces de découpe qui sont réalisées avec des outils en métal. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas des traces caractéristiques du sacrifice humain, du sacrifice animal. Alors vous pourrez lire parfois aussi qu'on a retrouvé des traces sur les crânes. Ouais, je les ai là, vous les avez devant vous, sauf que c'est pas du tout des traces d'abattage de l'animal, c'est des traces de découpe qui sont consécutives de la séparation de la tête de l'animal du reste du corps, du cou, afin que le crâne soit déposé, parce que souvent le crâne est déposé sans les vertèbres. On n'a pas du tout les vertèbres et la première vertèbre, l'atlas, déposée avec le crâne. Donc les Mochicas ont intentionnellement séparé le crâne du reste du cou, et vous avez ces traces de découpe sur les condyles occipitaux. Mais si vous le lisez rapidement dans la biographie, on va vous dire traces de découpe, peut-être de l'égorgement, peut-être si. En fait, non, là, c'est simplement de la désarticulation. Donc j'ai commencé à regarder l'iconographie, forcément, et on a deux types de scènes. On a des scènes à la fois de chasse et les scènes de sacrifice. Donc pour les différencier, c'est vraiment les instruments qui sont utilisés pour les scènes de sacrifice, c'est principalement le couteau cérémoniel,
qui soit effectuée par un individu hybride, donc plutôt une scène mythologique, hein, qu'il s'agisse d'une espèce hybride ou vraiment d'une représentation réaliste. Mais ces représentations restent toujours à un stade où on va sacrifier l'animal, où on présente un animal au sacrifice, mais on ne le sacrifie pas. Vous voyez là, dans les deux cas, le personnage brandit le couteau cérémoniel, il tient l'animal soit par le cou, soit par la patte, soit par la queue, il va le sacrifier, mais il ne le sacrifie pas. Donc on ne sait pas du tout, à partir des données iconographiques, on ne peut pas vous dire quelle était la technique utilisée chez les Mochica. Et c'est quand même un problème, puisque ce n'est pas du tout les mêmes rites en fonction du type de sacrifice. Donc, en fouillant Huanchaquito, donc ce contexte Mochica, on a trouvé des individus complets. Et en faisant l'étude du matériel, j'ai vu qu'il y avait plusieurs traces de découpe à la fois sur le sternum et sur les côtes, mais sur la face externe des côtes, hein, donc vraiment sur les faces externes. Donc quand j'ai commencé à regarder dans la bibliographie, hein, bon, je l'avais déjà regardé, je le connaissais, c'est plutôt des traces caractéristiques de la technique qui est appelée la chia. Donc c'est une technique d'extraction du cœur de l'animal. Dans la littérature, hein, c'est normalement le travail de Miller, nous dit vous retrouverez des traces sur les sternums et sur les côtes. Donc très bien, moi à voir ça, je me dis bah, c'est super, ça colle parfaitement, on a un des premiers exemples de technique de la chia. Bon. Alors il se trouve qu'on a plusieurs problèmes, hein, puisque j'ai des traces multiples, j'ai des traces sur les deux côtés sur les deux côtes droite et côte gauche, j'ai vraiment des choses assez compliquées. Bon, et pendant ma thèse, j'avais vu, je suis reparti regarder des rituels dans les Andes aujourd'hui sur ces techniques de sacrifice, hein, donc, et notamment sur la chia qui est plus pratiquée dans l'ensemble des Andes. Hein, il y a vraiment que le sud du Pérou et quelques parties et quelques endroits en Bolivie, parce que la plupart du temps maintenant on égorge. Bon, et cette technique consiste à réaliser une incision au niveau sous le sternum, au niveau du diaphragme, pour que l'officiant passe son bras dans la cage thoracique et extrait le cœur de l'animal vivant. Donc voilà, donc si c'est cette technique, moi ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce qui se passe au niveau archéologique. Donc là, il faut pas on peut le voir d'une façon anthropologique et ethnographique, c'est normal, mais moi je me suis mis dans la tête d'un archéologue, quelle trace laisserait cette technique sur des ossements si moi je devais retrouver des animaux complets plus tard. Donc cette technique, elle est connue au moins depuis les Incas. Hein. Vous avez ici une représentation d'un vase où on a le couteau cérémoniel qui n'est pas placé près du cou. Hein. Il est placé ici, donc plutôt dans le bas du corps, et c'est probablement une représentation de la chia, donc de cette technique-là. Elle est représentée chez Guanmampoma. Et vous avez encore des exemples contemporains. Hein. Là, c'est une photo de Flores Ochoa à Cusco. Donc, bon, mais on ne la verra pas. C'est pas grave, tant pis. Ce que je voulais vous montrer, c'est que moi j'ai pu le voir à différentes opportunités, voir cette technique, et en fait, ça laisse quasiment aucune trace de découpe visible, puisque la trace est vraiment réalisée sous le diaphragme. C'est peut-être 5 à 10 cm de la peau du spécimen qui est ouverte, et ça se passe, d'une, c'est très rapide, et deux, ça laisse quasiment aucune trace. Donc en plus, on a des individus immatures, donc avec des restes osseux qui sont pas encore soudés, qui sont pas du tout, qui sont pour certains 3 mois, donc vous avez beaucoup de parties ici aussi cartilagineuses. Et du coup, bon, pour un archéologue, c'est assez frustrant parce que forcément, ça laisse pas nécessairement des traces de découpe. Donc après, j'ai bien repris tout ce que j'avais vu de ce contexte, et j'ai commencé bien à regarder aussi la localisation de ces traces, et je me suis aperçu que elles étaient plutôt situées sur le haut du corps de l'animal, enfin de la partie supérieure, c'est-à-dire les premières côtes, et sur les sternèbres plutôt supérieurs. Donc ça correspondait pas du tout avec ce qu'on est censé retrouver pour la chia. Hein. Vous avez ici un schéma où on a ces traces de découpe ici, et avec cette flèche, là où est censé se placer l'incision dans le cadre de ce rituel. Hein. Donc là, je suis avec un ensemble de pratiques, de traces de découpe sur des animaux complets, que j'ai du mal à expliquer. Hein. Donc je ne sais pas si c'est d'autres rituels, s'il se passe autre chose, ou si c'est vraiment la technique de sacrifice. Mais pour l'instant, encore une fois, j'ai pas de données, je pensais en avoir.
Et très humblement, je peux vous dire que pour l'instant, j'en sais pas grand-chose. Alors c'est quand même intéressant parce que pour tous ces rituels, on a une utilisation quand même on a ce qu'on retrouve en contexte archéologique, hein, donc les parties déposées avec toute la viande et ce qu'on retrouve les ossements, mais on a tout le reste du corps, hein, donc le cœur et les poumons, qui pouvaient être utilisés, qui sont encore utilisés aujourd'hui dans des rituels. Et donc j'ai quand même regardé dans l'iconographie. Et à gauche, vous avez une représentation mochica, hein, donc ça a été décrit par Christopher Donan et Anne-Marie Hockenheim. Et Anne-Marie Hockenheim le décrit vraiment comme un rituel comparable à des augures où là l'animal est déjà mort, a déjà été sacrifié. On est en train de le découper, mais vous avez un individu sur la droite qui a quelque chose dans sa main et Hockenheim, elle, l'interprète comme une partie du cœur et des poumons. Hein, donc vraiment pour regarder qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on aura pour des mineurs, est-ce que le filon sera bon, est-ce que la reproduction des jeunes individus, des jeunes camélidés sera bonne. Donc on est vraiment dans des rites d'observation. Et j'étais également en Bolivie où là on pratique presque que l'égorgement. Et là c'est pas moi, hein, c'est Flores Ochoa, donc l'anthropologue cusquénien vraiment spécialiste du pastoralisme et des camélidés, qui me disait que l'égorgement, au moins pour les rituels, est probablement une importation espagnole. Alors qu'à l'époque préhispanique, on pratiquait plus que tout la chia, sauf que moi, en contexte archéologique, sur les individus que j'ai utilisés, j'ai pas pu le démontrer. Donc là, vous avez encore une photo de rituel, hein, donc ça c'est en Bolivie, où on examine le cœur et on l'offre aux apous, hein, donc aux esprits tutélaires des montagnes, pour que ces esprits-là se nourrissent et c'est vraiment un échange réciproque entre humains et divinité. Donc le contexte de Huanchaquito quand même a apporté d'autres choses. Hein. On a un ensemble de vestiges associés, hein. Donc on avait tout un ensemble de cordes. Donc c'est vraiment intéressant parce que là on a tout un ensemble de nœuds qui sont faits. Donc c'est pas la corde qui a servi à les étrangler, parce que c'est des petites cordes, hein, qui sont en fibre végétale, mais on a des nœuds assez complexes, hein, de double, triple, quadruple nœuds. Donc bon, c'est pas qu'un détail, c'est quand même intéressant de voir de la façon dont ils pouvaient attacher leurs animaux. Vous avez d'autres types de nœuds, hein, voilà. Et bon, comme on est dans un port de pêche, un des travaux qui sera à faire aussi, c'est de comparer encore aujourd'hui la façon dont, si c'est pas totalement, si leur façon de faire les nœuds est pas complètement moderne, ou s'il y a quand même des choses qu'on peut retrouver. Bon, voilà, ça c'est assez. Voilà, on avait une autre photo où je vous montrais que aujourd'hui encore dans les Andes, on a des individus qui sont sacrifiés. Bon, chez les pasteurs maintenant il y en a quasiment plus, et des caravaniers aussi il y en a quasiment plus, mais où les animaux pouvaient être sacrifiés avec la corde qui sert à les guider dans certains cas, et la corde est laissée sur le corps de l'animal après le sacrifice. Donc là on est probablement dans quelque chose de comparable à Huanchaquito où les animaux ont été emportés avec ces cordes, hein, ont été amenés là sur le site avec ces cordes et sacrifiés. Donc on est en train d'étudier par exemple les restes intestinaux de ces animaux, on voit ce qu'ils ont consommé, donc ça rejoint les problématiques sur l'élevage. Il y a des restes végétaux, il y a probablement des restes de parasites aussi, donc il y a tout un ensemble là qui est en train d'être étudié ou qui sera probablement prochainement étudié et qui nous apporteront à la fois des informations sur les rituels et sur l'élevage. Et pour terminer, je voulais terminer sur les animaux sur les fonctions rituelles. Donc vous avez plusieurs fonctions, hein. Alors parfois les animaux peuvent avoir plusieurs fonctions, hein, forcément. Donc vous avez ces animaux qu'on considère comme des animaux de compagnie. Donc peut-être le dichnème, les perroquets. Donc par exemple les perroquets les petits cétacidés de Dos Cabezas ont été retrouvés avec plusieurs pathologies, et notamment de l'arthrite. Et l'archéologue qui a fait l'étude, hein, Tom Wake, l'interprète vraiment comme des animaux qui ont été maintenus en vie par les humains. Donc tout seuls, ces animaux n'auraient pas pu continuer à vivre. Donc ils ont de l'arthrite et des pathologies au niveau des mandibules, au niveau d'autres parties du reste du squelette. Et c'est vraiment des animaux qui étaient grégaires, qui pouvaient plus se nourrir tout seuls et qui ont été nourris par les humains, donc maintenus en vie. Alors peut-être que c'était leurs maîtres qui étaient dans les tombes et on les a déposés après leur mort. En tout cas, c'est des animaux qui n'ont pas été attrapés dans la forêt, qui n'ont pas été chassés et sacrifiés à ce moment-là. C'est vraiment des animaux qui vivaient au quotidien avec ces humains.
On a d'autres représentations. Donc on a une autre fonction qui est plutôt une fonction symbolique de médiateur entre sphère terrestre et céleste, où vous avez par exemple ces amphisbènes, hein, moi j'essaie de faire tout un travail là-dessus, où on a des représentations parfois dualistiques de serpents, mais qui pourraient être confondues avec des amphisbènes, hein, parce que je vous rappelle qu'ils ont leur tête qui ressemble vraiment à leur queue, et qu'encore aujourd'hui on appelle ça des couleurs des serpents à deux têtes. Et ça rejoint dans la mythologie andine, hein, alors ça c'est vraiment des hypothèses de travail, ça rejoint dans la mythologie andine ce qu'on appelle l'amaru, c'est un serpent à deux têtes qui est censé rejoindre la Voie lactée et le cœur, dans certains cas, le cœur des volcans ou le cœur des montagnes, hein, qui est en train de lier l'inframonde aussi à la sphère céleste. Et de jour est un arc-en-ciel et de nuit la Voie lactée, mais qui a un serpent à deux têtes. Alors est-ce qu'on a représenté par là, je suis pas en train de vous le dire, hein, des amphisbènes? Peut-être, sauf que moi je commence à trouver peut-être des représentations de serpents qui étaient peut-être des amphisbènes. Donc on les retrouve dans d'autres scènes d'enterrement par exemple. Et on les a également dans des... là je vous prends un texte de Cristobal de Albornoz qui a été traduit et publié par Duviol, où il décrit un rituel inca, où ils disent, hein, il y a otro género de huaca et qui est cierto género de culebra, donc c'est peut-être des serpents de différentes tailles, les Incas les adoraient, bon voilà. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'ils lui donnent deux noms, Nombranse, Machoacuay et Amaro. Alors le Machoacuay, je crois que c'est plutôt le serpent, et l'Amaro, ça se référerait plutôt à ce serpent-là à deux têtes. Donc là, il est en train de, si la description est si précise et arrive à différencier deux termes de reptiles, deux identifications de culebras, le Machoacuay d'un côté et l'Amaro, est-ce que on peut y voir le même type de rituel, surtout qui dit qu'il les gardait vivantes dans des grandes jarres. Donc là, on a vraiment on retrouve quelque chose d'assez semblable, où on retrouve des reptiles dans des... bon, chez les Mochicas, c'est dans des cantaros qui sont assez grands, mais qui sont plus grands que la normale, mais qui sont de taille raisonnable, hein, entre 20 et 30 cm, et qui étaient déposés là. Donc, est-ce qu'on a quelque chose... Est-ce que déjà, on a les mêmes animaux, à la fois des serpents, et peut-être cet amaro avec décrit comme... bon, dans le terme qu'on pouvait lui associer à l'époque, peut-être un amphisbène. Est-ce qu'on est dans le même type de dépôt? On a des reptiles déposés dans des grandes jarres, donc là on est dans quelque chose de similaire, et est-ce que ça renvoie au même type de rituel? Encore une fois, hein, c'est des hypothèses sur des données à la fois archéologiques et sur des textes ethno-historiques que moi je ne maîtrise pas du tout, hein. Là c'est comme, si vous picorez, c'est assez trompeur, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a quand même, il y a quand même des choses qui se passent, et on a souvent, pour ces mochicas, on retrouve des choses anciennes, vous voyez, il y a, bon, et ce dépôt pour faire simple, ce dépôt d'amphisbène, enfin au Pérou, pour l'instant, il n'y a que chez les Mochicas, il n'y a que ce site-là où ça a été reporté, mais on en a déjà retrouvé dans le nord-ouest argentin, il y a eu des publications sur le fait d'amphisbènes déposés, là aussi dans des vases. Donc on a quelque chose là apparemment qui se passe, alors, bien sûr il y a des milliers de kilomètres et c'est pas du tout les mêmes époques, mais on a des dépôts similaires. Donc on a une fonction qui est également alimentaire, et c'est ce que je vous disais au début, c'est qu'en fonction de la partie anatomique de l'animal déposé, on a probablement une fonction symbolique différente. Donc là, pour une fonction alimentaire, il faudrait une partie qui est plutôt riche en viande. Donc là, normalement, vous devriez voir un ensemble de côtes gauches déposées dans ce qui restait d'une calebasse. Vous avez des vertèbres lombaires, donc des parties beaucoup plus riches en viande que le crâne et l'extrémité de patte. Donc là, on a vraiment une fonction spécifique, hein. Ce qu'on a voulu représenter, c'est que dans la vie, dans son voyage vers l'inframonde, le mort, il doit aussi se nourrir. Et là, ces offrandes-là sont probablement typiques de ce type de rituel. Alors, il n'y a pas que la faune, hein, il y a aussi des offrandes de maïs, des autres offrandes de faune. Et on a un ensemble de représentations où on a des choses qu'on retrouve en contexte archéologique, hein, avec des superpositions de calebasses et
et des représentations iconographiques de l'iconographie mochica où on a des calebasses superposées qui contiennent à la fois des restes de faune et des jarres qui conservent des liquides et qui sont offertes. Hein. Donc là, on a tout un ensemble de représentations qui rejoignent vraiment ce qu'on trouve en contexte archéologique. Et donc, c'est assez intéressant de le voir. Bon, là, on ne le voit pas. Et dans certains cas, on a ce qu'a étudié un archéologue, un iconographe canadien qui s'appelle Daniel Arsenault, ce qu'on a, c'est-à-dire des types de substitutions symboliques. En fait, on va déposer des vases qui représentent du coup ces offrandes alimentaires. Donc des vases, là vous avez une représentation, non, il y a deux autres photos, où vous avez des vases, ce vase-là, qui sont des plats superposés, qui contiennent les restes d'un lama. Donc on a, dans ces tombes-là, a priori, lorsqu'on dépose ces vases-là, on ne dépose pas des offrandes en nature. Alors ça n'a pas souvent été montré, puisque malheureusement on n'est pas tombé, on n'a pas découvert énormément de ces tombes-là. La plupart proviennent de collections de musées, donc c'est vraiment une hypothèse. Mais l'hypothèse avait déjà été formulée pour les vases en forme de tête de lama par Daniel Lavallée dans un de ses premiers travaux sur l'iconographie mochica, où elle pensait que ces vases-là étaient déposés à la place d'offrandes réelles de lama. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ce type de substitution symbolique où on ne dépose pas l'animal en vrai, mais on dépose un vase représentant ces offrandes alimentaires. Vous avez ici des plats superposés qui contiennent des écrevisses. Donc, d'autres offrandes végétales. Et encore une fois, hein, pour faire, pas un parallèle, mais pour vous montrer que ce sont des pratiques qui restent d'actualité. Hein. Donc là, ça provient du travail de Valérie Robin dans la Sierra de Cusco, où elle nous parle, son travail porte sur les pratiques funéraires, hein, c'est vraiment très intéressant, et il y a une bonne partie qui est consacrée aux animaux, avec ces deux fonctions principales, hein, où vous avez à la fois l'animal comme fonction alimentaire et l'animal psychopompe, hein, qui va guider l'âme du mort dans l'inframonde. Mais là j'ai pris un extrait de son texte, où on montre bien que l'animal, le lama, va être sacrifié, ou du moins la représentation, parce que dans la zone où elle étudie, il n'y a plus du tout de lama. Il n'y a plus du tout d'alpaga, c'est plus du tout des éleveurs, mais ils continuent, dans le rituel funéraire, à offrir des représentations des petites idoles ou d'autres choses en forme de camélidés pour accompagner les morts. Donc là, on a perdu la tradition de l'élevage, mais on n'a pas du tout perdu la tradition rituelle de ces fonctions. Donc là, ils chargent la petite figurine de colis qui vont servir à nourrir l'âme du mort dans l'inframonde. Donc vous avez toujours cette liaison chez les mochikas, hein, mais c'est plus ancien, c'est pas les mochikas qui l'inventent et c'est pas nouveau, hein, de cette liaison entre le monde des vivants et le monde des morts. Et vous avez malheureusement, on ne le verra pas, une fonction qui est psychopompe, hein, donc ce que je vous disais, la fonction de l'animal qui doit guider l'âme du mort dans l'inframonde, hein, donc elle est surtout partagée par les camélidés et les chiens et les canidés. Et ça se retrouve dès les mochikas et même avant, il y a quand même des offrandes avant. Et on a des représentations mochikas très claires où on voit des animaux, des représentations. Non, on ne les voit pas. Oula, là, où on a des représentations de squelettes, ou de squelettes représentant l'âme du mort, qui sont littéralement portés par le camélidé, par le lama, et dans des scènes de représentation de passage du monde des vivants au monde des morts. Hein. Donc, après, tous les iconographes ne sont pas d'accord sur l'interprétation de ces scènes-là, hein. Mais on a vraiment une fonction clairement montrée, alors qu'il faut savoir que les lamas peuvent transporter une charge qui va de 20 à 25 kg. Donc, ce que voulaient montrer les artistes mochikas dans ces scènes, c'était une fonction symbolique, et c'est classique chez les mochikas où on a une iconographie qui pourrait s'assimiler à une inversion de l'ordre normal. En fait, on va représenter quelque chose qui est inversé par rapport à ce que eux avaient l'habitude de voir. Hein. Donc là, vous avez un lama qui transporte un humain, c'est pas le cas. Même aujourd'hui, ils peuvent
transporter un humain, mais sur des petites distances pour traverser un fleuve, mais pas du tout sur des longues distances. Donc là, ce que les artistes ont voulu représenter, c'est cette fonction d'animal de charge. Donc là, on charge le squelette, donc l'âme du mort, vers son voyage vers l'inframonde. Et on le retrouve encore aujourd'hui. Hein. Là, je vous ai mis une citation de Chopik sur un rituel Aymara, donc où il dit qu'il c'est ata una yama, donc on attache un lama, la corde est mise dans la main du cadavre et l'animal est sacrifié pour accompagner le défunt dans l'autre monde. Donc là, c'est vraiment très clair, c'est vraiment la fonction psychopompe qui prime. Hein. N'oubliez pas la fonction alimentaire, mais là, c'est vraiment on va guider. Et c'est une fonction qui est partagée par d'autres espèces, comme le chien, ou chez les Mochica, là, il y a une représentation où normalement, vous devriez voir le chien qui est présent à côté d'un fardeau, qui est déjà dans le monde des morts, hein, puisque le fardeau est préparé par des squelettes. Et là, on se réfère directement à cette fonction psychopompe. Hein. Et encore aujourd'hui, là, dans le travail de Valérie Robin, elle décrit ça très bien, où le chien va être sacrifié dans un espace en dehors de la communauté, donc dans un espace non domestique, dans un espace sauvage, pour accompagner le mort dans son voyage. Alors c'est un voyage complexe. Le chien va être là, va devoir lui faire traverser un fleuve, va devoir se battre avec d'autres chiens dans le village des chiens. Vous avez un ensemble d'actions que va mener ce chien pour protéger son maître et l'aider dans son voyage. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, c'est quelque chose de très important pour ces populations. Et ça devait être probablement la même chose chez les Mochikas, c'est l'importance d'expulser l'âme du mort de la société, puisque les morts vraiment participent à la cohésion de la société, mais à un moment, dans ces funérailles, il faut les expulser. Et cette fonction est aussi partagée par d'autres espèces, et notamment les chouettes et les hiboux, qui sont aussi des animaux psychopompes, et aussi chez les Mochikas représentés en train de porter sur leur dos un humain. Donc bien sûr, c'est pas des chouettes ou des hiboux qui sont capables de faire ça, c'est vraiment une représentation, ce que je vous parlais il y a quelques instants, d'inversion du monde de l'ordre naturel, hein, où une chouette ou un hibou va porter sur son dos un humain. Donc là, je passe rapidement, parce que ça renvoie à tout un ensemble de rituels qui vont beaucoup plus loin que la simple offrande animale. Moi, j'ai travaillé ça pour ma thèse, où on a vraiment une organisation des tombes qui est non pas inverse, mais qui reprend des concepts qu'on connaît par ailleurs dans les Andes, hein, et qui sont pas les Andes. Hein, la côte fait partie des Andes, au moins au niveau conceptuel, où on a du dualisme, on a de la quadripartition, on a des symétries en miroir, et il y a tout un ensemble où on va jouer sur des inversions. Et on va placer le mort, alors là je prenais l'exemple du seigneur de Sipan, au centre de la tombe, puisqu'il se place au centre d'un espace funéraire, au centre d'une vision qu'avaient les Mochikas de leur monde. Donc c'était le personnage principal de son vivant, et il est placé au milieu de la tombe avec les offrandes qui s'organisent autour de lui. Donc normalement vous auriez dû voir des schémas intéressants, au moins pour en discuter, c'est une hypothèse, hein, donc pour réfléchir dessus, où vous avez vraiment des inversions et des choses qui se retrouvent à la fois dans les tombes, dans l'iconographie, dans la disposition des offrandes, où moi j'ai des offrandes d'extrémités de pattes de camélidés qui sont disposées de façon inverse, donc des droites avec des gauches, des avants avec des arrières, dans des niches différentes, donc c'est assez intéressant, et ça reflète une conception du monde des morts qui est inverse de celle des vivants. Et du coup, on a vraiment un ensemble qui part, je vous rappelle qu'on part des animaux, hein, donc là on va vraiment, à chaque fois on passe une étape pour arriver à la tombe, à l'humain, parce que de toute façon quand on travaille sur l'animal, on travaille sur l'humain, hein, il faut vraiment y penser, hein. Moi je travaille pas sur les animaux, je travaille sur les animaux et sur leur relation à l'homme, hein, donc, ça nous montre vraiment de quelle façon les Mochikas pouvaient avoir une vision de leur monde, et leur monde funéraire qui était probablement inversé pour eux, mais avec des animaux qui jouaient un rôle, eux, bien concret, hein, donc d'alimentation, d'animal de compagnie, puisque forcément il y a des gens qui adorent leur chien, donc ils veulent être enterrés avec leur chien, mais ce chien pouvait aussi jouer une fonction de psychopompe. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et bon, j'essaierai de vous repasser le PowerPoint pour qu'on fasse un montage plus... voilà. Donc on va
Voilà, alors on va regarder rapidement, hein. De toute façon c'est assez... là ça va être rapide, hein. J'ai fait un montage, hein. C'est des rituels qui se déroulent au moment du carnaval. Donc vous avez toute une série d'offrandes, de libations, ça commence très tôt, hein. Là on est à Arequipa, avec des éleveurs traditionnels, hein, donc qui n'ont pas du tout un contrôle sur leurs élevages et tout, donc ils font des rituels encore assez traditionnels. Ils ont du mal à se maintenir puisqu'il y a beaucoup, par exemple, d'évangélistes dans la région maintenant, et petit à petit, même leurs membres de leur famille, petit à petit, ne font plus ces rituels. Donc ça, c'est quasiment, ça va rester des documents, on en parlait avant, qui sont presque en voie de disparition, puisque il n'y a plus beaucoup de gens qui... Enfin, d'ici 10 ou 20 ans, on n'en aura quasiment plus, hein, c'est quasiment sûr. Donc, on choisit un lama ou un alpaga dans le corral. Donc, il est sacrifié au centre du corral. Souvent un animal plus ou moins jeune, beau. Et donc, il est maintenu et vous allez voir que là, l'officiant va réaliser une petite incision. Alors, c'est un peu fort comme image, hein, c'est assez dur. Mais c'est une toute petite incision. Vous voyez, même pas la place pour y placer. Pensez à votre main, hein, à votre poignet. Et à partir de là, il va placer son bras dans la cage thoracique, arriver jusqu'au cœur, couper l'aorte avec son ongle ou l'arracher et sortir le cœur de l'animal. Donc là, je ne vous demande pas de vous placer comme un anthropologue, hein. Il faut se mettre dans la tête d'un archéologue qui cherche des traces de découpe sur un animal. Et c'est assez rapide, hein, donc ça prend moins d'1 minute où il arrive à extraire le cœur et les poumons de cet animal. Donc ça peut paraître violent. Sachez quand même que pour les animaux, a priori, c'est beaucoup moins violent qu'un égorgement, hein, où la mort est beaucoup plus longue à venir. Et là, vous avez une mort quasiment instantanée. Mais du coup, au niveau de rituel, donc le cœur continue à battre. Et c'est extrêmement rapide, hein, il reste 30 secondes dans la cage thoracique de l'animal pour en extraire ce cœur. Donc moi, en tant qu'archéologue, je regarde ça, me dis, là, vous pouvez bien chercher longtemps les traces, vous ne les trouverez pas là. Parce qu'en plus, il ne va pas forcément... il va pas mettre son couteau là où il y a l'os et passer par l'os. Et moi, les traces, elles sont là. Donc le couteau est placé là, mais moi, les traces sont ici. Donc là, il y a vraiment une incohérence par rapport à ce qu'on peut trouver